premier message clé, c'est qu'on peut tout à fait tomber enceinte naturellement, effectivement. Par quoi on commence? Si là, par exemple, je suis une femme qui a le SOPK, je suis sous contraception hormonale, disons, et je veux un bébé dans la prochaine année ou dans les 2 ans qui arrivent. Si tu es concerné par le SOPK, tu as certainement entendu que c'était la première cause d'infertilité mondiale féminine. Et c'est d'ailleurs peut-être quelque chose dont on t'a parlé quand on t'a annoncé le diagnostic. Mais il est tout à fait possible de tomber enceinte quand on a le SOPK. Et aujourd'hui, on accueille le docteur Benguigui pour nous parler de justement comment tomber enceinte quand on est concerné par le SOPK. Bonjour Jonas. Bonjour Eva. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, donc moi, Dr Jonas Benguigui, je suis gynécologue obstétricien spécialisé en médecine de la reproduction. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire, quand on est concerné par le SOPK, qu'on a cette peur justement de l'infertilité, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut tomber enceinte? Quels sont les taux de succès? Enfin, dis-nous un petit peu quelle est la procédure, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Donc en pratique, effectivement, le SOPK va toucher environ une femme sur 10. C'est un sujet réel autour de la médecine de la reproduction. Je pense que déjà le premier message clé, c'est qu'on peut tout à fait tomber enceinte naturellement, effectivement, lorsqu'on a le SOPK. Et ça, c'est un message qui va être très rassurant auprès de nos jeunes patientes qui, lorsqu'elles tapent SOPK, lorsqu'on leur a fait un diagnostic à tort ou à raison de SOPK, vont immédiatement voir sur Internet, effectivement, qu'il va y avoir automatiquement des problèmes de reproduction. Donc ça, c'est déjà une fake news évidente. Le premier message, c'est il faut sensibiliser la jeune population. On peut tomber enceinte naturellement. Maintenant, effectivement, il y a ce que j'appelle en tout cas une hypofertilité, c'est-à-dire que les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, encore une fois un terme qui sera peut-être un jour effacé et banni, car il n'y a pas de kyste aux ovaires. En tout cas, lorsqu'on a ce syndrome-là, les ovulations peuvent se faire rares et donc effectivement, pour qu'il y ait une grossesse, il faut coordonner, synchroniser l'ovulation avec l'exposition au sperme. Et donc forcément, si les patientes qui ont un SOPK ovulent peu ou alors pas du tout, effectivement, elles vont tomber moins bien enceintes. Et donc une des missions, ça va être de rétablir l'ovulation pour qu'elles puissent avoir leur chance de grossesse naturelle comme n'importe quelle femme jeune qui souhaite un bébé. Oui, parce qu'en effet, si une femme elle a des cycles 3 fois par an, bah, au final, elle a que 3 occasions de tomber enceinte, VS normalement 12 voire 13 dans une année. Par quoi on commence? Si là, par exemple, je suis une femme qui a le SOPK, je suis sous contraception hormonale, disons, donc j'ai des cycles artificiels comme par exemple la pilule, et je veux un bébé dans la prochaine année. Dans la prochaine année ou dans les 2 ans qui arrivent. Quelles sont les étapes? Est-ce que je dois consulter tout de suite pour aller en parler à mon gynécologue si j'ai été diagnostiquée en amont? Qu'est-ce que je dois faire? Alors à mon sens, effectivement, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire qu'elles ont été exposées à des cycles artificiels toute la durée de leur contraception hormonale. Et donc quand elles arrêtent la pilule, généralement elles vont dire « Ah bah la pilule m'a donné des cycles irréguliers » alors qu'en fait c'était finalement qu'elles avaient de base des cycles irréguliers et la pilule avait masqué tout ceci pendant la durée de prise de traitement. Donc effectivement le premier point ça va être l'arrêt de la contraception, la prise de vitamines préconceptionnelles. On rappelle qu'il s'est recommandé de prendre de base de l'acide folique et de la vitamine D lorsqu'on a un projet de bébé. Et le premier temps ça va être d'évaluer les cycles au naturel, vérifier si les cycles reviennent spontanément, ce qui dans la majorité des cas, ce n'est pas toujours vrai, mais sont le signal d'une ovulation, une reprise de l'ovulation spontanée. Donc le premier point, ça va être effectivement de se laisser quelques mois, quelques cycles. Alors on parle peut-être, moi je suggère 3-4 cycles aux patients, donc vous vérifiez sous 3-4 mois éventuellement. Quel est le profil de saignement? Quel est le profil de règles? Si effectivement, après l'arrêt de la pilule, il n'y a pas de reprise de cycle dans les 3-4 mois, je suggère de venir consulter effectivement un médecin spécialisé en médecine de la reproduction pour qu'on puisse effectivement essayer de comprendre et de rétablir une ovulation spontanée. Et donc, ça va être quoi les étapes un petit peu pour, donc dans un premier temps, essayer d'aller rechercher ces cycles naturellement au final, rétablir l'ovulation naturellement? C'est quoi un petit peu toi les grands conseils que tu donnes? Généralement, on va suggérer dans un premier point des mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire que évidemment, toutes les patientes qui ont ce syndrome-là ne sont pas en surpoids, mais on sait que ce syndrome va générer une prédisposition, une tendance à avoir un surpoids. Et donc, il est recommandé de débuter par des mesures
hygiéno-diététiques et on sait que le respect de ces mesures-là et une perte de poids qu'on estime autour de 5 à 10% peut rétablir une ovulation spontanée. Donc le premier point, ça va être effectivement des mesures hygiéno-diététiques. On sait que c'est pas facile, mais il faut encourager à avoir un très bon lifestyle, une très bonne qualité de vie à travers effectivement une alimentation équilibrée, à travers également une activité physique régulière. Il faut trouver quelque chose qui fait plaisir. Ça peut être de la marche, de la natation. En tout cas, se reconnecter avec des mouvements qui va faire que la balance énergétique va aller dans le bon sens. Le deuxième point, chez ces patientes-là, si ça ne suffit pas ou même en complément, on va suggérer effectivement des compléments alimentaires, des compléments en vitamines qui vont permettre de diminuer le profil d'insulino-résistance. Vous en parlez beaucoup à travers votre compte. Un des principes de base du SOPK, c'est cette insulino-résistance qui va entraîner en parallèle une hyperandrogénie des ovaires et qui va freiner l'ovulation spontanée dans les ovaires. Et donc, en prenant les compléments comme le myo-inositol, on sait que cette molécule-là va permettre d'améliorer le profil d'insulino-résistance et va également travailler sur la FSH, l'hormone folliculostimulante, qui va permettre effectivement de rétablir naturellement une ovulation. Donc tu disais vitamine D, B9 et myo-inositol, mesure hygiéno-diététique. Donc là, disons que on a essayé ça pendant 6 mois. Tu avais les 2-3 mois où on voit un petit peu après l'arrêt de la contraception ce que ça donne. Ça, tu te laisses à peu près combien de temps? 6 mois? Moi, je me laisse 6 mois. À travers chaque gynécologue, il n'y a pas vraiment de recommandations évidentes là-dessus. Moi, je me laisse quelques cycles avant de passer à l'étape supérieure. Maintenant, aujourd'hui, grâce à des prises de sang avec l'indice OMA, on est capable d'aller chercher des complications métaboliques, l'insulino-résistance. Et c'est vrai que moi, volontiers, je vais prescrire de la metformine, qui est un traitement initialement introduit contre le diabète, qui est un insulino-sensibilisateur. Mais on sait que chez les patientes qui ont un SOPK, elles vont avoir une insulino-résistance qui va effectivement freiner l'ovulation. Et donc, en introduisant en complément des mesures hygiéno-diététiques, en complément du myo-inositol, en introduisant la metformine, ça peut aussi rétablir un profil d'ovulation. Et moi, il est quand même assez fréquent, et mes patientes se reconnaîtront, que j'obtienne une grossesse spontanée, naturelle, après application de ces mesures-là. Le problème de la metformine, c'est que c'est une molécule qui peut entraîner des douleurs digestives, des problèmes de constipation, diarrhée. La tolérance, elle est très variable selon les patients, alors que contrairement au myo-inositol et aux mesures diététiques, c'est quand même plus light. On arrive un petit peu à jouer comme ça selon les tolérances des patientes. Est-ce que l'inositol, tu le recommandes aussi chez les patientes qui n'ont pas de résistance à l'insuline? Du coup, tu ajoutes la metformine quand il y a en plus une résistance à l'insuline qui est vraiment avérée. Le problème, c'est ça, c'est comment on va certifier une insulino-résistance, sachant que effectivement, on peut faire des dosages d'insuline dans le sang, on va faire l'indice OMA, mais il n'y a rien à part le test d'hyperglycémie. Exactement. Donc ça, et encore ça sera déjà une étape supplémentaire. On va la suspecter très fortement. Il y a des patientes qu'on n'arrive pas encore à dépister et donc finalement, moi je la mets volontiers sans preuve. Maintenant, il n'y a pas vraiment de recommandations là-dessus évidentes. On s'adapte selon les patientes. Et donc après, imaginons qu'au bout de cette année de tests, au final, il n'y a toujours pas de grossesse ou il y a des cycles, mais tous les 3-4 mois par exemple. C'est intéressant de savoir à partir de quelle régularité de cycle tu considères qu'il faut passer en PMA, passer 1 an, quel constat tu fais et comment tu sais si oui ou non tu passes en PMA ou... Donc en pratique, c'est une évaluation complète du dossier. On rappelle que un projet bébé, ça se fait pas seul. A priori, ça se fait à 2, on est d'accord, dans le sens où on va pas parler d'infertilité de la patiente, mais du couple. Et ça, c'est hyper important parce que dépendamment de l'âge de la patiente, généralement, c'est recommandé avant 35 ans, sans autre facteur de risque évident, d'attendre jusqu'à environ 12 mois de cycle ovulatoire avant de venir consulter et avant éventuellement de passer à des traitements effectivement de PMA. Passé 35 ans, malheureusement, il y a une horloge biologique qui est un peu plus méchante chez la femme que chez l'homme, mais je vais avoir tendance à me laisser 6 mois de cycle ovulatoire et volontiers de passer une petite vitesse, surtout s'il y a d'autres facteurs de risque associés. Ok, donc une fois qu'on a passé ces 6 mois ou 1 an, l'idée c'est d'aller en parcours PMA. Donc PMA, c'est pour procréation médicalement assistée. Donc c'est le petit coup de pouce de la médecine. Ça serait top que tu nous expliques dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si c'est un sujet qui vous intéresse. Belle journée!